Je vous souhaite la bienvenue à ce séminaire organisé par l'Espace Analytique Liban. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir Madame Gisèle Chaboudez, reconnue non seulement en France et en beaucoup de pays, mais également ici au Liban. Madame Chaboudez est psychiatre, psychanalyste, membre d'Espace Analytique France, rédactrice en chef de figure de la psychanalyse, auteur de Que peut-on savoir sur le sexe, traduit en anglais, Ce qui noue le corps au langage, féminité singulière, et venant de sortir The Feminine Deal, New York, traversée des logiques sexuées. Elle va nous parler ce soir sur en quoi le moment de la passe est-il important, et sa pratique et son expérience et sa théorie enrichiront sans aucun doute nos réflexions et nos échanges au cours de cette rencontre. Ce séminaire revêt une importance particulière car il s'agit du premier événement officiel de l'espace analytique Liban depuis sa reconnaissance par l'État libanais. Ah oui, c'est important. Oui, c'est une étape majeure qui marque une nouvelle ère pour Ah, notre communauté psychanalytique. ah Nous oui. avons hâte de développer un calendrier riche en événements avec des psychanalystes d'horizons divers et ce séminaire ce soir ouvre la voie à ces futures initiatives. Encore une fois, merci Madame Chaboudez pour votre présence parmi nous. À vous la parole. Merci à vous. Puisque vous évoquez mes deux derniers livres, je peux vous indiquer que vendredi, lors du séminaire que j'anime avec Alain Vanier, cette soirée sera consacrée entièrement à la présentation de ces deux derniers livres. Et comme cette soirée a lieu uniquement en Zoom, il vous Ah, sera très facile. Je peux vous envoyer le lien Zoom demain, par exemple. Si s'il vous, vous pour ceux qui souhaitent y assister, ça vous sera très facile. Ça sera présenté par Jean-Jacques Racial pour Traverser des logiques sexuées et Paola Mieli de New York pour The Feminine Deal, qui est en bilingue. Oui, Ok, super, merci. oui, merci. Donc, Avec plaisir, on va y être. donc ce soir, ma question est en quoi le moment de la passe est-il important? Je pose cette question sous cette forme parce qu'on pourrait penser bien sûr que ce qu'on appelle la passe pour désigner ainsi, après Lacan, le moment spécifique d'une analyse où l'analysant décide de pratiquer l'analyse à son tour, eh bien que ce moment de l'analyse devient le cadet de nos soucis face aux évolutions de notre époque qui laissent peu de place au discours analytique d'une façon générale et qui provoque un certain nombre de difficultés dans sa pratique, dans toutes sortes de circonstances, et encore plus pour ceux qui font face à une guerre. Dans des contextes où la psychanalyse ne sait pas si elle a un avenir, par conséquent, pourquoi se soucierait-on du mode de reproduction de ces praticiens? Ce moment de notre civilisation, d'ailleurs, où partout la pensée recule et où certaines forces plutôt redoutables sont de nouveau à l'œuvre, où de nouvelles dictatures visent à faire reculer la participation des femmes à l'œuvre commune dans les civilisations qui était acquise depuis le siècle dernier, comment ce moment de la civilisation, de notre civilisation, pourrait-il s'intéresser au paradoxe de la reproduction du discours analytique, même si on peut savoir que ce que enseigne ce moment est important bien au-delà du discours analytique. Comment donc ne pas soutenir le cheminement de notre savoir néanmoins par le renouvellement nécessaire qu'appelle un avenir, même si nous ne savons pas si la psychanalyse en a un? Comment ne pas le poursuivre en attendant d'être lu, ici ou là, plus tard, peut-être très tard? Avant la passe, avant Lacan, que se passait-il? Les nouveaux analystes recevaient à un moment de leur parcours, de leur formation analytique, une autorisation de pratiquer à leur tour de la part de leur contrôleur et de leur institution IPA. On peut tout à fait supposer, observer, ce qu'implique ce mode d'habilitation qui a toujours cours ailleurs, bien sûr, vous le savez.
Les avantages et les inconvénients de la voie hiérarchique de gestion de la transmission sont connus en ce qui concerne les civilisations comme en ce qui concerne les disciplines. Les avantages en sont sensibles. La hiérarchie gère le sens. Point. Depuis l'origine. Elle est faite pour ça. Elle est faite pour gérer le sens. Et notamment là où il n'y en a pas de sens. Comme par exemple dans le sexe, où la hiérarchie est venue, entre les sexes, gérer le rapport sexuel qu'il n'y a pas. Instaurer la hiérarchie lorsqu'il n'y a pas de sens est donc d'une grande efficacité. Et cela résume à peu près l'histoire des civilisations et des religions. Les inconvénients, eux, en sont connus aussi, car cela implique de cultiver un sujet qui ne pense pas pour être, qui ne pense pas pour pouvoir être, dans une chaîne phallique au sommet de laquelle est posé un seul, qui assure la castration de tous les autres, tous sexes confondus. Eh bien, grâce à ce système, la question du rapport sexuel ne se pose plus, du moins dans le discours. Les femmes sont intégrées comme objets dont on dispose dans le discours, tout en ayant hors discours, on le sait grâce à Lacan, un autre mode de jouir éventuel. Cette grammaire et cette algèbre fonctionnent, elles sont efficaces, elles sont universelles depuis bien longtemps. Leur mise en cause est très récente, elle date du siècle dernier, et elle fut mise en cause notamment, pas tant par la psychanalyse, vous le savez, que par les discours qu'on appelle woke, en y rassemblant les féminismes, queer et intersectionnalité, tous les discours militants. Tous les discours militants qui ont pris ce parti, qui ont fait ce pas, de se positionner en miroir de la position masculine du discours pour exiger une position symétrique des femmes dans l'universel. Lacan avait, lui, formalisé une logique patoute du féminin qui ne prend pas ce parti, on le sait, puisqu'il se divise autrement, et consiste d'une part à se prêter à représenter l'objet du désir dans le discours, et à déployer hors discours, une jouissance propre du corps de l'autre. Voilà ce que Lacan a découvert de ce que permet une logique patoute. La voie hiérarchique de la gestion IPA des institutions et de la pensée psychanalytique a poursuivi son œuvre aux USA et ailleurs, et elle a subi les assauts critiques des études féministes et de genre qui ont fait valoir ce qui, dans cette pensée, arrivait à échéance, devenait caduque. Là-dessus, il n'avait pas tort du tout. Ces attendus freudiens en matière sexuelle ne sont plus désormais reconnus, et les attendus qui ont été construits en miroir à ce qui était dénoncé sont en passe d'ailleurs de connaître le même sort. Vous le voyez à la lumière des éléments récents, des événements récents. Dans ce mouvement, on a méconnu que Lacan avait fait, en certains points, les mêmes critiques sur la pensée freudienne du sexe que ceux des discours dits woke, en y proposant évidemment des solutions autres que celles qui consistent à balayer d'un revers de main le concept du phallus en s'imaginant qu'on peut le faire efficacement ainsi, c'est-à-dire comme l'a fait autrefois le christianisme, qui l'a balayé du discours tout en le maintenant intact dans sa logique toute phallique, dans les dans les dessous, des discours. Lacan donc avait adopté là-dessus une autre logique que celle du tout dénoncé. Et il s'est intéressé à l'abéance du rapport sexuel avec sa castration masculine qui en appelle à ce plus de jouir universel et à cette toute-puissance non négativable qui ont construit les logiques des discours. Il y a opposé un patou phallique, comme fonctionnant de fait un par un chez les femmes dans le rapport sexuel, donc dans le rapport des sexes. Il consiste d'une part à se prêter à la loi phallique du discours et d'autre part à déployer hors discours un mode de jouissance qui y objecte, mais sans s'y opposer. Les discours féministes ont pensé qu'il s'agissait, avec ce patou de Lacan, de définir le féminin comme un peu moins que tout. C'est une mauvaise lecture.
Il s'agit en réalité de la possibilité de deux positions à la fois, et non pas d'une seule. On pourrait penser que c'est ce qui est déjà à l'œuvre depuis bien longtemps, puisqu'il y a toujours eu, après tout, des logiques, pas toutes, au sein du tout phallique des discours, même si elles n'étaient pas formalisées et pas élaborées, même s'il a fallu attendre Lacan pour l'élaborer. Mais les formaliser, ce qu'apporte Lacan de nouveau et d'essentiel, cela permet d'identifier leur incidence sur les discours. Cela permet d'abord d'identifier des logiques qui conviennent aux femmes, ce qui n'est pas rien. Mais ça permet aussi d'identifier leur incidence à ces logiques-là sur les discours et ainsi de les développer. Ça change beaucoup la donne. Pour les femmes, bien sûr, et au-delà, pour les hommes qui la partagent. Donc, j'ai introduit là une pensée de notre contexte en marche sur la pensée du sexe et l'évolution des discours sur ce point. Je viens à la passe maintenant en questionnant de la même façon, est-ce que la transmission psychanalytique et la reproduction des analystes comportent elles aussi une béance quant au sens? Je dirais oui, sauf si on la gère en l'annulant par la hiérarchie. On conçoit donc que la voie de l'IPA a présenté des avantages tout en renonçant à son ambition conceptuelle. À quoi Lacan s'est opposé à chaque étape en choisissant des concepts, lui, fort ambitieux et fort nouveaux. Durant les années 60-70, où il élaborait cela, il y avait place dans nos civilisations et dans nos mouvements psychanalytiques pour une sorte d'espoir, parce qu'on pouvait croire que la pensée analytique pouvait aider à dessiner des issues face aux impasses répétées des civilisations. Vous savez combien cet espoir s'est amenuisé? Non pas qu'il n'ait pas de base solide quant à ce que comporte une pensée analytique lorsqu'elle existe, mais parce que le déchaînement des forces dédiées à ce que Lacan a appelé des dieux obscurs peuvent la balayer en se manifestant de nouveau. La passe fait partie, me semble-t-il, de ces points que l'on ne peut penser qu'en logique, pas toutes, de telle sorte que quand les logiques toutes prennent le dessus, comme cela se profile de nouveau, il n'y a pas beaucoup de place pour penser la passe. Elle a déjà fait l'objet de nombre de travaux, cependant, des travaux importants, notamment de ceux qui ont relevé le défi institutionnel que Lacan avait lancé comme mise à l'épreuve de sa procédure, mise en acte de sa procédure. Et ainsi, vous le savez, de multiples témoignages publiés, des articles importants commentant la pensée de Lacan sur ce point, tout ça est d'un riche apport. Et il est nécessaire de le connaître, que l'on ait ou non relevé ce défi institutionnel, soit dans notre institution, soit un par un. L'association Espace Analytique, vous le savez, a fait plutôt le choix de ne pas s'affronter à la forme stricte de cette procédure. Je dirais que c'est par humilité, c'est-à-dire en ne se sentant pas disposer des forces institutionnelles nécessaires pour tenter de l'appliquer avec rigueur. Mais elle s'en est inspirée au plus près, vous le savez, pour mettre au point un jury direct où les passants témoignent de leur parcours, sans en passer cependant par les passeurs, les deux passeurs nommés par les analystes de l'école, qui témoigneraient devant un jury cartel de la passe de l'institution. J'allais dire à leur place. Évidemment, on sait que ce n'est pas tout à fait à leur place, c'est un relais. C'est un relais. Ce système est plus simple. Il a ses avantages et ses inconvénients et il ne prétend pas relever, bien sûr, le défi que Lacan a lancé au titre des institutions pour ce qui est de la procédure de la passe. Ce défi qu'il a lancé, cependant, pas très longtemps, on le sait. Mais ce modèle s'attache, ce modèle que nous avons adopté à Espace, s'attache à tenir ensemble néanmoins les données et les enjeux de ce qui concerne le moment de la passe, non pas la procédure de la passe, mais le moment de la passe et le cheminement de chacun sur cette question. Ce choix implique en tout cas de ne renoncer en rien à saisir l'importance
logique de ce moment avec ce qu'il implique dans notre expérience et dans notre mode de pratique. Dans les travaux importants qui ont jalonné cette question, de nombreux termes de Lacan ont été étudiés au long des années pour tenter de comprendre comment il envisageait l'enjeu de la passe. Il s'est agi pour beaucoup, par exemple, de savoir si le désir de l'analyste était advenu, sans véritablement d'ailleurs le définir cliniquement. Il s'est agi aussi de déterminer si l'on était dans l'inconscient transférentiel ou l'inconscient réel, sans que l'enjeu clinique de ces deux modalités ne soit tout à fait clair. Ou encore, si l'on était passé du savoir du sujet dans la passe à la vérité menteuse, entre guillemets, je cite, que Lacan énonce plus tard dans son dernier écrit à propos de l'édition en anglais des écrits. Tout ça est d'une lecture rigoureuse, intéressante et utile. Mais cela construit le mode sur lequel le savoir de Lacan se constitue et non pas vraiment, m'a-t-il semblé, l'expérience à laquelle nous avons affaire, selon son dire. Il y a des exceptions. Je ne vais pas m'arrêter sur les exceptions, je parle là en général. Il y a des bons travaux sur la passe qui parlent de l'expérience à laquelle nous avons affaire, selon le dire de Lacan. Donc, dans l'ensemble, il m'a semblé qu'il s'agissait d'un registre plus épistémologique que clinique, qu'expérimental. Lacan a là-dessus évolué au long des années, on le sait, comme sur le reste, puisque s'agissant d'un fait aussi complexe, il est impossible d'en saisir en totalité d'un seul coup l'empan. Et il faut l'attraper successivement par des bouts différents que l'on ne peut pas saisir tous ensemble parce qu'ils sont contradictoires avec ceux qui étaient saisis au moment précédent. C'est ainsi que Lacan a procédé sur à peu près tous ces concepts, on le sait. Mais ça ne veut pas dire que les abords ultérieurs soient des critiques des termes précédents, ou pas toujours du moins. Ça ne veut pas dire que les termes ultérieurs les annulent, mais que ce sont des bouts distincts d'un même fait à quoi notre expérience nous confronte et que nous avons à appréhender à notre tour selon notre prise propre, de sorte que notre référentiel, c'est notre expérience, quel que soit le bout conceptuel par lequel on l'aborde. Eh bien, de l'expérience de la passe et de ses conséquences dans notre pratique, c'est un moment plutôt précoce du dire de Lacan sur ce point que je reprendrai aujourd'hui, parce qu'il me semble peut-être le plus lourd d'enjeux. Dans le séminaire L'acte psychanalytique, il m'a semblé que nous touchons du doigt l'enjeu premier de cette question. Le mode sur lequel Lacan a là choisi de l'interroger avec la procédure, puisque c'est à la même époque, 1967-1968, et son échec avoué ultérieurement quant à cette institutionnalisation. Ce qui est une autre question, il n'a jamais dit qu'il avait échoué sur l'identification du moment de la passe, bien entendu. Et nous ne saurions le dire, évidemment. Il parlait de la procédure. Et donc cet échec de la procédure, à ses yeux, n'entame pas l'importance de la structure du moment interrogé sous le nom de passe. Quel est-il? L'analyste au temps de Freud se formait à partir de son analyse après avoir vérifié l'existence de l'inconscient et corrigé quelques points névrotiques personnels. Après Freud, les psychanalystes dans le monde ont tôt décrit leur mode de reproduction en goûtant souvent les bienfaits de l'identification, c'est-à-dire le relais logique et simple de la voie hiérarchique de reproduction d'une action. L'intervention de Lacan consista d'emblée, dès qu'il s'est attelé à la question de la transmission et de la formation, consista d'emblée à faire remarquer qu'il n'y avait pas lieu de s'en tenir à l'identification supposée alors terminale par ceux qui la prônaient, parce qu'elle comportait quelque inconvénient pour la pratique même de l'analyste.
Ça ne voulait pas dire qu'elle n'existait pas et qu'elle n'avait pas de fonction, cette identification, mais qu'on ne pouvait pas en rester là. Lacan mettait simplement à plat une vérité très claire, qui était problématique, telle qu'elle se présentait à lui. Il trouvait nécessaire d'attirer l'attention sur une particularité du processus inconscient à l'œuvre lorsque l'analysant effectue l'acte de passer à une pratique d'analyste à son tour, sans très bien encore savoir ce qu'il fait. Il avançait que la décision de pratiquer l'analyse pour d'autres, à tel moment d'un parcours analytique, constitue pour l'analysant une réponse en provenance de l'inconscient face à quelque chose qui se produit à ce moment-là de son analyse. Ce qui se produit, on le sait, c'est l'effondrement d'une supposition idéale qui l'avait soutenue jusque-là, qui avait soutenu l'analyse jusque-là, c'est-à-dire l'instance d'un sujet supposé savoir ce qu'il en est de son propre inconscient, plus ou moins attribué à son analyste, chute à cette étape. Mais le plus important, c'est celle qui est attribuée, cette supposition de savoir, qui est attribuée au processus de l'analyse lui-même, au-delà de ce qui en est attribué à l'analyste. Et cette supposition de savoir du processus de l'analyse, c'est celle qui se produit du renvoi des signifiants qui représentent le sujet au fur et à mesure que se déroule l'analyse. Et cette supposition bascule après qu'elle ait été continuellement entamée dans le parcours d'analysant par les interprétations de l'analyste, bien sûr. Ces interprétations sont portées par le désir propre à l'analyste, non pas tant celui-là, encore que c'est souhaitable, que l'analyste en action, telle qu'on peut définir son action. Et cette action, c'est donc ce désir d'analyste, c'est d'établir toujours, Lacan le définissait, c'est d'établir toujours la différence absolue, disait-il, entre l'idéal et son reste, c'est-à-dire l'objet A. L'objet A que l'idéal masque et qu'il enveloppe aussi. C'est-à-dire ce déchet qui apparaît comme un rien, à la place d'un tout, pourrait-on dire, le tout de l'idéal, et qui dès lors, une fois apparu comme déchet, comme rien, en appelle à un plus, et cet appel fonctionnant comme une cause de désir, voire plus que du désir. Le passage à l'analyste se produit dans ce cadre comme ce que Lacan a appelé une séparation logique, c'est-à-dire ce qui sert d'issue à une aliénation logique, celle du transfert qui vacille. Elle consiste à soudain prendre le relais non pas de l'analyste, mais du sujet supposé savoir qu'il a représenté, auquel il s'est prêté, au moment où l'existence même de ce sujet devient douteuse. L'analysant effectue cet acte pour pouvoir supporter que soit ébranlée, voire déchue, cette instance si nécessaire jusque-là pour lui. Se mettre à le représenter dans ce cadre, au moment où il chute de l'autre, consiste, Lacan le dit, à sauver le sujet supposé savoir. Et en effet, là est le paradoxe et le problème. Une remarque en passant, je ne mentionne pas ce soir, pour ne pas alourdir un propos qui est extrêmement dense, et parce que je l'ai déjà fait par ailleurs dans des articles sur la passe, je ne mentionne pas les références dans le séminaire L'acte analytique, précisément, n'est-ce pas? Et je ne cite pas. Il s'agit là de resserrer les propositions. Mais donc, vous pouvez le trouver dans certains articles qui ont été publiés là-dessus. Alors, c'est bien d'une identification qu'il s'agit là, au moment où l'analysant commence à faire l'analyste à son tour auprès d'autres. Au moment où il le décide. C'est une identification que Lacan a appelée séparation. La séparation est une identification. Parce qu'elle sert à se séparer, bien sûr, en s'emparant, il joue sur les termes, vous le savez, séparer, s'emparer, se parer,
en s'emparant d'un signifiant de l'autre et de son objet qui va avec, l'agalma du sujet supposé savoir. Il y a là un moteur tout à fait inconscient. Même si évidemment on s'en aperçoit, mais c'est quand même tout à fait inconscient dans son ressort à cette décision par l'analysant de faire l'analyste, du moins au départ, à cet endroit. Et ce, même si elle a été programmée de longue date, et même si elle fait partie d'un cursus de formation professionnelle prévu comme tel. Alors bien sûr, on serait content d'apprendre que l'inconscient fait bien les choses là-dessus, et que ce moteur produit ce moteur inconscient produit chez le nouvel analyste une position adéquate pour pratiquer à son tour. Mais justement non. Et là le problème et le paradoxe. Sauver le sujet supposé savoir au moment où il chute, c'est-à-dire au moment où il s'avère égal à rien, à un semblant, où il ne laisse qu'un déchet, ça ne convient pas pour être dans l'acte analytique comme tel. Et pourtant, c'est ainsi qu'on y rentre. C'est donc un problème. C'est une torsion qui est à la fois technique et éthique. Lacan souligne que la manière dont cet acte s'est instauré a des effets sur tous les actes qui vont suivre pour cet analyste-là. Et c'est de là que la position initiale doit, par conséquent, évoluer. L'euphorie éprouvée dans un tel processus identificatoire et séparatoire, donc, a frappé de son bienfait des multitudes d'analystes, avant Lacan, on le sait, alors qu'elle objecte telle qu'elle à une position nécessaire à l'acte analytique, pour être juste. Quand je dis ça, je ne veux pas dire que avant Lacan, les écoles de psychanalyse qui le prônaient méconnaissaient qu'elle était inadéquate, cette identification. Hein, l'état d'euphorie de Balint. C'est pas sûr qu'il le méconnaissait du tout, mais il ne formalisait pas en quoi elle était inadéquate et qu'est-ce qu'il devait être effectué de plus dans la position de l'analyste pour qu'il soit un analyste. Car cet acte qui le ressort de notre pratique comporte dans sa définition lacanienne celle que j'ai extraite. Il y en a plusieurs, bien sûr, mais c'est celle qui m'a semblé fondamentale, en tout cas, pour notre propos. Il consiste cet acte à feindre d'oublier que ce sujet supposé savoir n'existe pas. Il n'existe pas plus que Dieu, ce qui est certes déjà pas mal, puisqu'il est du même ordre. L'analyste s'est prêté seulement à cette supposition pour qu'un processus analytique ait lieu et qu'à la fin, son inexistence s'avère si l'analyse fonctionne. Mais si le nouvel analyste oublie vraiment que ce sujet n'existe pas, au lieu de feindre de l'oublier, c'est grave, estimait Lacan. Et on le conçoit bien, puisque ce sont deux exigences tout à fait contradictoires et incompatibles. De feindre d'oublier que ce sujet n'existe pas et de s'identifier à ce sujet, supposé savoir. Parce que dans la séparation, le moment de la passe, le passant, en effet, est identifié à ce sujet supposé savoir. Il le fait exister en lui-même après l'avoir vu chuter dans l'autre. C'est comme ça qu'il le sauve. Et tant qu'il est identifié au sujet supposé savoir, il ne peut pas effectuer véritablement d'acte analytique dans sa pratique, du moins tel que Lacan le définit ainsi, de feindre d'oublier que ce sujet n'existe pas. Puisque cet acte implique donc que ce sujet n'existe pas en feignant de l'oublier. Il pourra le faire plus tard peut-être, c'est souhaitable, à certaines conditions, quand le deuil de ce sujet aura été accompli. Et nous observons sans difficulté ce qu'implique de s'identifier au sujet supposé savoir. Nous pouvons l'observer dans bien des domaines, pas seulement en psychanalyse, et probablement est-ce présent dans ce qui inaugure, après tout savoir, quel qu'il soit. On peut penser que ça n'est pas grave
de comporter cette étape d'identification, si on la considère en somme comme une période de probation présente dans toute formation à ses débuts, même s'il y a là, et même on peut considérer qu'il y a là, pardon, plus d'efficacité et de conviction que par la suite. Certes, cet idéal de ce que les jeunes débutants sauraient mieux dans leur exigence, au contraire des vieux qui sont installés dans le compromis, cet idéal a été aussi vivace en psychanalyse qu'ailleurs, et parfois, après tout, le contexte l'atteste. Chacun de ceux qui ont traversé cette expérience se souviennent d'un moment un peu vertigineux où nos assises subjectives vacillent, tout en étant habitées d'une certitude jusque-là tout à fait inconnue, où la puissance de l'être du sujet est là plus présente qu'elle ne l'a jamais été. C'est là, ça correspond, on le sait, à un moment de levée du refoulement, cette séparation, de l'aliénation. Chacun aussi peut avoir en mémoire les premières interprétations qu'il a effectuées alors, à cette étape, et à la manière donc de son propre analyste, dans une identification qu'il repère sans mal et qu'il oublie ensuite. Et il est probable que chacun de ceux qui pratiquent l'analyse, en effet, sont passés par là, est passé par là, mu par une certitude venant de l'inconscient, se substituant à la croyance antérieure du transfert. Une certitude qui répondait à une nécessité dont il ignorait les ressorts. Mais plus tard, il peut, voire il doit, une fois sorti de ce moment logique et parvenu plus loin, saisir que sa pratique, doit être fondée sur une autre position que celle de cette identification au sujet supposé savoir, que ce soit en soi ou dans l'autre. Ça ne se fait pas en une fois, ça prend du temps, ça prend plusieurs tours. Lorsque ce sujet supposé a à peu près disparu dans une expérience au cas par cas, on peut l'observer, une expérience sans attendu préalable, sans directive anticipée, je dirais. Nous observons toutes sortes de formes particulières de cette bascule qui nous a vus et qui a vu à peu près tous les analystes commencer à pratiquer l'analyse avec ses péripéties, ses ratés et ses reprises. Bien sûr, notre difficulté à assumer une position adéquate à l'acte analytique ne nous est pas apparue d'emblée dans ses ressorts inconscients. C'est impossible. C'est d'ailleurs pourquoi à Espace, on attend généralement une pratique confirmée, dans une certaine durée, pratique analytique confirmée, avant de témoigner. Alors que vous le savez, la procédure de Lacan supposait de saisir la passe et le passant par la voix du passeur dans le moment dans le moment même où elle se produit. Du moins, c'est ainsi qu'elle a été comprise et c'est ainsi, on peut le voir, on peut le lire, que Lacan l'a présenté. Il va de soi que ce passage par l'identification au sujet supposé savoir, tout vertigineux soit-il comme décision, comme effectuation, comporte cette sorte de jubilation ou d'euphorie que Balint avait fort bien décrit. Lacan l'avait épinglé, on le sait, comme une imperception clinique juste, même si cela concernait un moment problématique de la formation du psychanalyste et de sa pratique tout autant. Cette passe est un passage vers la position d'analyste, mais elle est aussi un passage qui n'est pas appelé à persister comme tel. C'est passage aux deux sens du terme, car elle fait certes des analystes décidés, mais pas des analystes effectifs. Est-ce important de le savoir? Est-ce que l'on attend simplement que ça passe pour qu'advienne, comme dans une saine gestion de la hiérarchie, le moment où l'impétrant viendra à savoir qu'il n'est pas ce sujet supposé savoir qu'il a voulu incarner et que, volontiers soulagé, il s'en remette alors à nouveau à quelque un plus un ou à quelque un seul pour ce qui est de savoir, comme d'ailleurs pour ce qui est de désirer. Est-ce que l'on attend simplement que ça passe?
quelquefois, on assiste à ce fait qu'il pose le défi, pardon, de n'en rien vouloir savoir d'ailleurs. Et dans ce cas, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, cette identification. Ou bien attend-on que ce deuil se fasse, ce deuil du sujet supposé savoir, en maintenant à l'œuvre les outils d'une coupure supplémentaire à l'aide d'un transfert nouveau, par exemple celui d'un contrôle ou celui d'une poursuite ou d'une reprise d'analyse. On sait que ça, c'est ce qui se produit dans la plupart des cas. Et une coupure qui en termine alors avec cette identification, ramenant l'analysant analyste non pas dans l'aliénation antérieure, certainement pas, mais dans une nouvelle aliénation où la supposition de savoir est déjà dévaluée, déjà amoindrie, et qui plus est, fractionnée, puisqu'elle est fractionnée, par exemple, entre un analyste et un contrôleur, ou une institution. Le passant doit tenir là à la fois le cap de l'élaboration de son savoir d'analysant, d'une part, et aussi celui de son désir d'analyste, de l'autre, avec ce deuil en route, dans les bons cas, du sujet supposé savoir. Mais vous le voyez, le passant est là partagé entre deux caps à tenir, son désir d'analysant, son désir d'analyste, qui n'est pas encore un désir d'analyste d'ailleurs, parce qu'il ne le sera, un désir d'analyste comme tel, qu'une fois ce deuil effectué. Donc une logique pas toute commence là. C'est aussi pour ça que la logique pas toute est tellement liée à la fin de l'analyse. Attention, à ce passage de l'analyse, justement, je vais revenir sur le fait que ça n'est pas une fin. Je suis déjà en train de le dire comme tel, que ça n'est pas une fin, puisqu'il faut une étape supplémentaire et une coupure supplémentaire. Une logique pas toute commence là, donc, de fait, parce qu'il tient les deux positions à la fois. Et si son désir se maintient, si son désir d'analyste ou d'être analyste se maintient, alors il devient, Lacan dit ceci, j'aime beaucoup cette expression, incurable. Incurable de quoi? Incurable de cette vérité qu'il a incarnée. Cette vérité de quoi? De l'inexistence du sujet supposé savoir. Il n'en guérit pas de cette inexistence et de comment il a d'abord répondu à cette inexistence pour le sauver, en le sauvant, en s'y identifiant. Une fois le deuil fait de ce sujet supposé, alors, là commence le désir de l'analyste. Le désir d'analyste, pourrait-on dire. C'est-à-dire un désir qui, cette fois, est celui de maintenir l'écart avec le déchet qui l'a causé, le déchet du sujet supposé savoir, qui l'a causé comme reste de l'objet à Galma. C'est pourquoi l'invention de l'objet A avec son versant agalma idéal propre à l'analyste, puisque vous le savez que c'est l'agalma de Socrate dont Lacan l'a tiré, c'est l'objet A idéalisé comme savoir de l'analyste, comme supposition de savoir de l'analyste. C'est pourquoi l'invention de l'objet A était nécessaire pour penser la passe. C'est pourquoi Lacan ne l'a pensé qu'après avoir inventé l'objet A. Donc il y a, oui, nécessité de le savoir, je pense, et d'y faire face. Je pense, je veux dire aujourd'hui, évidemment, Lacan l'a pensé le premier. Aujourd'hui encore, nécessité de le savoir et d'y faire face. Car ce processus est inhérent au processus que le langage instaure à l'aide de tout objet A comme cause. Il dépasse de bien loin le processus de formation d'un analyste. Et ce problème que l'on peut déceler donc en suivant Lacan, mais aussi en le mettant à l'œuvre dans notre expérience, ce problème que l'on peut identifier ainsi n'est un problème que si on considère que la passe, c'est-à-dire la séparation-identification, est le point terminal de l'analyse. Vous le voyez bien. Or, cela a été beaucoup pensé, vous le savez, que la passe était le point terminal de l'analyse. Parce que si la passe est le point terminal de l'analyse, alors vous voyez bien qu'il n'y a pas lieu d'envisager une coupure supplémentaire, il n'y a pas lieu de se défaire de la séparation-identification au sujet supposé savoir qu'elle produit.
Là est le problème, si c'est conçu ainsi. Il est vrai que cela a été considéré ainsi longtemps, je crois que ça l'est moins, hein, notamment dans les institutions qui avaient instauré la procédure et qui la pratiquaient. Ça a été considéré ainsi aussi parce qu'il y avait une équivoque dans le texte de Lacan de 1967. Aussi, c'était équivoque dans son texte. Mais ça ne pouvait s'éclairer, encore une fois, que, à la fois, bien sûr, en suivant les textes suivants, certes, mais pas seulement, en le confrontant à l'expérience et au ressort même de ce que Lacan avait posé comme problème, à savoir la définition même de l'acte analytique comme feindre l'inexistence, feindre d'oublier, pardon, feindre d'oublier l'inexistence du sujet supposé savoir. Donc cette aventure native du psychanalyste est complexe. On en voit la torsion, on en voit la mise en acte de l'inconscient, qui après cette longue aliénation du transfert, trouve cette issue dans la séparation. Cette passe-séparation ne suffit pas à faire un analyste, mais elle en produit la décision, le ressort, l'envol. Alors j'utilise à dessein ce terme d'envol parce qu'il y a une étape dont il existe une très bonne métaphore. Il y a là une étape avec la passe, dont une très bonne métaphore existe. C'est bien sûr une métaphore qui a été élaborée par Lacan, mais ce qu'elle a de particulier, c'est qu'il n'a jamais dit qu'à son sens, c'était une métaphore de la passe. Pourtant, c'est évident. C'est le séminaire sur la lettre volée. C'est évident. Si vous vous intéressez à cette question, vous la relirez à la lumière de ce que je suis en train de dire et vous vous apercevrez que c'est évident. C'est une métaphore, la lettre est volée est une métaphore de cette passe comme quelque chose, une lettre en effet volée par le passant, s'emparant de l'objet à Galma, se parant du signifiant du sujet supposé savoir. Cette lettre devra être reprise au ministre passant, qui s'en est emparé, exactement comme Dupin la reprend au ministre du Comte, sous quelques formes partielles et successives d'ailleurs. Elle sera reprise au passant, ce pourquoi il doit se maintenir dans un cadre transférentiel adéquat pour qu'une coupure supplémentaire se produise, et c'est généralement comme ça que la lettre lui est reprise, c'est-à-dire qu'une castration, si on veut, pour reprendre le terme de Lacan à ce moment-là, s'exerce, qui fait qu'il ne peut plus se considérer comme paré du signifiant dont il s'est emparé. Le commentaire du conte d'Edgar Poe par Lacan a d'ailleurs deux applications majeures, c'est-à-dire qu'il sert de métaphore dans deux directions fondamentales. La lettre volée que je viens de dire, Lacan là ne l'a pas mentionné comme tel, mais je pense qu'il y a amené de façon très claire. C'est tout d'abord cette lettre du sujet supposé savoir, dont l'analysant tel le ministre s'empare lorsqu'il la voit chuter, bien sûr. Et il faudra donc qu'elle lui soit reprise en effet, et qu'il soit défait de l'instrument dont il s'est emparé, pour qu'il puisse non pas exercer un pouvoir de chantage, mais une pratique, un acte analytique. Le désir de l'analyste sera celui alors qui persiste dans ces conditions, incurables donc, de cette vérité qu'il a incarnée, en sachant maintenant qu'il n'a plus ce semblant dont il s'était paré. Mais ça n'exige aucunement qu'il soit, comme Lacan le dit bien à propos de la lettre volée, que le dit ministre soit congédié. D'ailleurs, la reine ne le congédie pas. Lacan souligne qu'elle ne le congédie pas. Il n'est pas même ridiculisé, souligne Lacan, en 1969, dans la présentation de l'édition de poche des écrits. C'est là que vous trouvez cette reprise de la lettre volée. Donc la question n'est évidemment pas tant de faire chuter cet analyste
une fois qu'il n'est plus identifié, c'est pas du tout ça, mais qu'il sache quelque chose qu'il ne voulait pas alors savoir. L'autre métaphore, d'ailleurs, aussi puissante, à quoi sert la lettre volée, elle est sensible dans cette même présentation de 1969. Elle rejoint les termes de l'introduction que j'ai faite aujourd'hui, c'est-à-dire celle de l'homme avec un grand H. C'est comme ça que Lacan la commente en 1969, l'homme avec un grand H, c'est-à-dire cette construction du discours. Eh bien, Lacan considère là aussi que cette construction du discours, l'homme avec un grand H, c'est celui qui s'est emparé du phallus pour brider, dit-il, la féminité. Il le dit en toutes lettres. Il s'en est emparé en faisant quoi? Eh bien, en faisant du phallus, là je ne vais pas m'arrêter longtemps là-dessus, je le mentionne, c'est quelque chose que je développe dans les deux livres dont on parlera éventuellement, si vous le voulez, vendredi. Il s'en est emparé du phallus en faisant de cette lettre, en faisant du phallus un signifiant, le signifiant du désir et du sujet. Alors que dit Lacan, c'est une erreur. Il le dira plus tard. Il le dira non pas en 1969, mais en 1972 dans le séminaire, ou pire. C'est une erreur, c'est même l'erreur commune. C'est l'erreur commune dont il dit qui ne voit pas, l'erreur qui ne voit pas que le phallus n'est qu'un signifié, qui prend le phallus pour un signifiant sans voir que c'est qu'insignifié. Et que le véritable signifiant, ajoute-t-il, c'est la jouissance, donc la jouissance phallique, et non pas l'organe phallique. Ça change tout, ça change à peu près tout dans la perception, dans l'abord, dans la répartition, dans la redistribution des logiques phalliques. Mais évidemment, ça ne change pas tout dans les logiques patriarcales, puisqu'elles sont fondées, vous le concevez sûrement très facilement, elles sont fondées sur cette erreur commune qui prend le phallus pour un signifiant du désir et du sujet, quand ce n'est qu'un signifié et que le véritable signifiant, c'est la jouissance phallique, alors que cette jouissance, elle, est équivalente dans les deux sexes, sous sa forme psychique comme sous sa forme organique. Alors que, bien entendu, le phallus, comme symbolisation de l'organe, il est présent dans un seul. C'est ça à quoi sert l'erreur commune, à unilatéraliser la castration dans un sexe. Notre époque a repris ce phallus à l'homme, donc je reviens à la métaphore de la lettre volée. Notre époque, à partir du siècle dernier, a repris ce phallus à l'homme comme construction du discours. Et il a restitué la jouissance phallique qui avait été soustraite aux femmes. Vous le savez, les femmes sont entrées massivement dans les discours, en pouvant désormais, en Occident du moins, y développer leur réalisation professionnelle et toute leur réalisation de discours, qui dépendent bien sûr de la jouissance phallique, évidemment. Donc en ce sens, dans ce registre, elle est équivalente dans les deux sexes, mais elle est équivalente aussi sur le plan organique, puisque à la fin, je le dis très vite, je ne m'y arrête pas là, à la fin de son enseignement, Lacan, en 1980, dans le séminaire de dissolution, fait entendre que la jouissance phallique, c'est pas tellement l'organe, c'est pas l'organe, c'est l'orgasme. Et que l'orgasme, il est équivalent dans les deux sexes, aussi mince soit l'organe féminin, car, disait-il, reconnaissons que c'est mince. Je ne m'y arrête pas, c'est une chose dont là aussi j'ai longuement parlé dans les deux derniers livres, mais qui, je le mentionne juste pour vous faire sentir cette perspective couvre la lettre volée, sachant que, bien entendu, on sait bien que ce discours, cette construction de discours qu'est l'homme, n'est plus seulement patriarcal, puisqu'il est désormais, pourrait-on dire, comme on dit, masculiniste, et qu'il est prêt, lui, à se déchaîner sans limite pour le reprendre, ce phallus, de tous les côtés du monde.
C'est comme ça que je dirais un tout petit mot sur l'actualité récente à laquelle nous avons été tous confrontés. Notre pratique ainsi reproduit des praticiens, ces praticiens, sur un mode qui ne les rend pas à même d'opérer tel quel. Il est difficile par définition de juger de ce que devient une telle difficulté au cœur même de notre formation. Mais on peut constater qu'aucun message clair jusqu'ici n'en est issu, alors que c'était clair chez Lacan comme tel, dès le séminaire, l'acte psychanalytique. Certes, on a su qu'il y avait là un os, mais on n'en sait pas beaucoup plus depuis, y compris au travers, vous le savez, de toutes les procédures qui se sont mises en œuvre dans plusieurs institutions. Lacan considère qu'une fois le nouvel analyste revenu de son identification au sujet supposé savoir, donc il ne guérit pas de cette vérité qu'il a incarnée, celle du sujet supposé savoir manquant, et que poursuivant sa pratique, une fois effectué ce deuil d'un tel sujet, si du moins son désir en est toujours là, alors il peut repérer sur quel mode il a inauguré son acte, quelle identification l'a saisi et l'a fait pratiquer d'abord comme son analyste, ou tel analyste éventuellement le faisait. C'est là ce qui peut s'appeler, nous connaissons tous cette expérience, n'est-ce pas? Des analystes qui, dans leur discours public ou dans leur pratique de contrôle, interprètent comme l'ont fait leur analyste, et en étant à partir d'un moment parfaitement conscient. C'est là ce qui peut s'appeler donc, une fois ce deuil fait, c'est-à-dire cette identification révolue, c'est là ce qui peut s'appeler le désir de l'analyste. Là seulement, et non pas ce qui se produit en réponse à la chute du sujet supposé savoir au moment où il l'incarne pour le sauver. Ce qu'il en reste une fois réalisé qu'il n'y a rien à sauver, c'est là, le désir de l'analyste. C'est ce qu'il en fait, qu'il en reste une fois qu'il a réalisé qu'il n'y a rien à sauver. Les conséquences techniques de cette découverte sont claires, vous le voyez. C'est une question d'efficacité analytique que l'on peut repérer dans les étapes de notre pratique selon les positions successives et différentes qu'on y a occupées à chaque étape, ou bien dans celle des supervisés. Il est difficile, bien sûr, d'avoir une idée générale des effets d'une pratique qui serait réalisée depuis une identification au sujet supposé savoir. C'est celle, en tout cas, dont Lacan parlait de façon drôle et réaliste, en disant qu'il donnait toujours raison, lui, à ses contrôlés, lorsqu'ils étaient dans... Alors, il ne disait pas dans cette étape, puisqu'il ne l'avait pas aussi clairement identifié, lorsqu'ils étaient, disait-il, comme un éléphant dans un champ de porcelaine, parce qu'il savait que ils avaient là toujours raison, forcément, puisqu'ils ne pouvaient pas avoir autre chose, en quelque sorte. Ils étaient habités d'une certitude, cette certitude de l'identification de départ. Quant aux conséquences éthiques, elles ne sont pas difficiles à avoir en tête. Vous le pesez. Il y a une sorte d'imposture, en quelque sorte, à ne pas savoir cela sur la passe et sur ce qui doit la suivre. Il y a une sorte d'imposture. Mais elles sont, ces conséquences, tout aussi difficiles à généraliser. Il ne fait pas de doute que notre communauté, dans l'histoire de son mouvement et de ses épisodes historiques, a connu nombre d'exemples d'identification au sujet supposé savoir, et peu, fort peu, qui ont fait état du fait que ça n'est pas une position adéquate au psychanalyste, à l'acte psychanalytique, qu'elle ne représente pas ce qu'on appelle son désir. Le mode d'interrogation institutionnelle de Lacan a pu sembler sans réponse, alors qu'il y répondait lui de fait, fût-ce à bas bruit dans son séminaire. C'est une réponse passée inaperçue, mais peut-être en effet, parce qu'il a interrogé trop tôt les analystes, les nouveaux analystes. Ils ne pouvaient pas le savoir, puisque dans la passe, c'est précisément pour ne pas le savoir qu'on passe à l'acte. On a entendu qu'il y avait dans cette passe un os. Ça oui, ça a été entendu. Et c'est déjà important. Pour reprendre ce terme d'os-objet, en quelque sorte, que Lacan a utilisé
et qu'il implique dans l'objet en cause, comme un os quelque part. Les mises en œuvre de procédures institutionnelles, partout où elles ont eu lieu, ont largement répondu présent à cet appel de Lacan pour interroger cet os. De multiples témoignages ont fait état de l'utilité de cette interrogation, de cette mise au travail, de ce que comporte ce moment fondateur de la pratique analytique. Mais dans l'ensemble, on s'est interrogé sur des points qui ne rendaient pas compte de l'enjeu du problème réel que représente la passe. On a cherché en quelque sorte parfois pour ne pas trouver, ce qui n'est pas inutile d'ailleurs. Le problème réside dans ce fait que le passant décide donc de devenir analyste pour sauver ce semblant que son analyse lui montre à terme inexistant. Il y a là un enjeu éthique. Il le prendra en compte, en principe, à l'aide d'une coupure supplémentaire, plus tard. L'enjeu éthique est là résolu. Mais il est résolu à condition qu'on ne considère pas une fois encore la passe comme terminale de l'analyse. Comme s'il était resté en quelque sorte lettre morte ou en souffrance, ce que l'analyse a appris au passant là-dessus. Comme s'il ne pouvait y répondre qu'en renouvelant ce semblant, qu'en rejetant cette vérité. Ça aussi, c'est un problème éthique. Sans qu'on sache si une fois ce deuil effectué, plus tard, il viendra enfin, il viendra quand il pourra à le savoir, avec d'autres conséquences, évidemment, pour l'efficace de la pensée analytique et de son acte. La pensée analytique, certes, fut construite par des analystes qui, eux, n'étaient pas seulement supposés savoir, mais qui savaient, en outre, ce que les autres ne savaient pas. Freud et Lacan. Entre autres. Il y en a il y en a évidemment d'autres, on le sait, mais quand même pas au même niveau de savoir, quand même pas au même niveau. Mais ces analystes-là, qui ont construit la pensée psychanalytique, l'un d'ailleurs en critiquant l'autre, Lacan, la deuxième étape de psychanalyse, il ne faut tout de même pas l'oublier, a consisté en grande partie à critiquer la première étape. Et c'est heureux, sinon à quoi elle aurait servi? Mais ces analystes-là ne se défaisaient, ne s'installaient pas, ils se défaisaient ensuite de cette identification au sujet supposé savoir par laquelle ils étaient certainement eux aussi passés. Ils ne s'attelaient pas à en perpétuer le semblant, et surtout Lacan, qui s'y est tellement peu attelé qu'il a voulu l'interroger par une procédure. C'est en ce sens qu'il a pu dire, d'ailleurs, Lacan, qu'il passait son temps à faire la passe, c'est-à-dire constamment à faire le tour du sujet supposé savoir après qu'il ait, sous une forme première, chuté. Qu'il ait été ensuite renouvelé sous une forme partielle, ultérieure, moins massive en général, et qu'il ait chuté à nouveau, et ainsi de suite. C'est ça, faire la passe sans arrêt. Ayant vu que la mise en œuvre de sa procédure n'aboutissait pas, dans les faits, à interroger ce paradoxe réel, et peut-être donc, encore une fois, pour l'avoir saisi au moment même de la passe, où ce semblant doit être sauvé à tout prix, où on ne peut rien en savoir, eh bien on conçoit que Lacan ait pu ensuite, dans les dernières années, parler de vérités menteuses, d'inconscient réel. Il évoquait alors quelque chose qui ne se résout pas, qui ne s'avoue pas, mais qui pourtant existe tel quel, mais qui n'est pas pris en compte réellement. Si les concepts cruciaux qu'il avait élaborés, y compris en contredisant Freud, avaient été entendus et cultivés, prolongés plus loin que ce qu'ils ont été, si le patou de la logique, à même de penser le discours analytique, puisque seule la logique patoute peut penser le discours analytique, vous le savez. Si le patou donc de cette logique avait été mis en œuvre plus qu'il ne l'a été, au lieu de ce tout ou rien de la pensée freudienne d'abord, puis de ses opposants woke ensuite, est-ce que la psychanalyse aurait conservé une audience qu'elle n'a plus? Peut-on se poser la question? Néanmoins, rien n'est moins sûr. Il y a tant de forces à l'œuvre qui tiennent du réel dans tout cela. Je m'arrête là.
Alors, Madame Chaboudès, vraiment un grand merci pour cette générosité et pour ces informations si inspirantes. Surtout qu'il y a parmi nous de nombreux participants qui vont faire la passe, qui vont vivre cette transition de position d'analysant à celle d'analyste. Je laisse maintenant le temps pour les questions. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous pouvez ou bien écrire ou bien dire Hoda, Je vous entends pas. Hoda. Le micro. Oui, Oui. c'est ça. Merci, Madame Chabouda. C'était vraiment riche et profond. Peut-être un peu difficile pour les analystes débutants, mais c'est riche et on a besoin d'un sujet comme ce sujet. Vraiment, il est efficace. On a vu comment la passe est efficace et utile. Et en même temps, il y a beaucoup de paradoxes dans la passe comme le fait de faire le deuil de ce sujet supposé savoir, mais en même temps de vivre cette satisfaction et cette libération. C'est ce qu'on a vécu peut-être nous aussi. Il y a ce paradoxe entre le fait de d'échoir le psychanalyste et en même temps de le sauver. Mais on le sauve en le faisant exister en nous-mêmes. Oui, Oui, pas l'analyste. Le sujet supposé savoir. Mais quelquefois, ça passe par l'analyste, oui. oui. Et vous avez dit, c'est vrai que la passe, c'est le point terminal de Non, l'analyse. j'ai dit que ça ne l'est pas. Oui, parce qu'on peut, après la passe, C'est faire pas on une peut, autre c'est on doit. analyse. Oui, C'est pas on peut, c'est on doit. C'est ce que je on disais. doit. Je disais, Ah, on a cru que l'analyse, que oui, la passe, c'est le moment terminal de l'analyse, attention, d'une analyse d'un analyste, hein. oui, Je c'est parle pas ça. des autres. Oui, Donc, on a cru longtemps, et certains le croient encore, que c'est le moment terminal d'une analyse. Tout ce que j'ai dit ce soir est fait pour montrer que ça ne l'est pas. Et que oui, par conséquent, non seulement on peut, mais on doit continuer l'analyse pour que cette identification au sujet supposé savoir arrive à chuter elle-même. oui. Mais est-ce que ça veut dire que on va faire une autre analyse, mais avec un autre analyste? C'est chacun selon les cas. Dans certains, il le continue. Quand c'était avec Lacan, ça continue avec lui, parce Ah qu'avec lui, oui, c'était extrêmement difficile de faire chuter le sujet supposé savoir, enfin de le faire chuter ou de le voir chuter. Mais justement, avec lui aussi, on le voyait chuter. Je m'en souviens parfaitement, y compris de la présentation qui était la sienne physiquement dans ce moment où la supposition de savoir chutait. Donc, avec lui, on continuait avec lui, mais c'était très difficile, évidemment. oui, on peut, on le sauve maintenant, mais oui, c'est difficile parce que comment chuter, parce que le psychanalyste incarne l'objet petit a. Et en le chutant, qu'est-ce qu'on va faire avec cet objet petit a? Il va où? Quel est son destin? Alors, je reprends vos termes. La Oui, liste se met en semblant d'objet A, mais c'est en tant que c'est son désir qui va être opérant. Mais c'est en tant que sujet supposé savoir que auquel il se prête, non pas qu'il est, mais auquel il se prête, oui, que tout le processus va se dérouler. Donc, l'objet A, c'est ce qui apparaît derrière à la place de l'analyste comme déchet, une fois que le sujet supposé savoir chute. C'est quand la supposition de savoir n'est plus là que l'analyste apparaît comme objet A, déchet de cette supposition de savoir. Vous comprenez? Et oui, c'est oui, là, et c'est là que c'est tout à fait, ce que ça a oui, quelque chose à la fois de tout à fait angoissant et à la fois de tout à fait vertigineux. oui. Je vais poser encore une question. Elle est dans ma tête toujours.
pourquoi à Espace Analytique, et vous avez mentionné ça, on ne fait pas la passe comme elle est chez Lacan, on fait quelque chose qui est semblable. Mais Mm. pourquoi on a fait ça? Alors, je vous ai dit là ce soir par humilité. C'est mon Seulement par humilité. Non, non, mais attendez, pas par humidité, hein, par humilité. C'est mon point de Humilité, vue. oui, oui, C'est mon j'ai point de vue. compris. Oui, Mais je crois que c'est aussi celui des autres. Je veux dire par là, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué. Ça voulait dire, si, j'ai expliqué que c'était par humilité parce que on ne se sentait pas les forces institutionnelles nécessaires pour pouvoir assurer le fonctionnement et le bon fonctionnement d'une procédure aussi lourde que celle que Lacan a mise au point. Voilà. est-ce que Alors, les autres comme le champ lacanien, la cause freudienne, bien sûr, bien sûr, bien sûr, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. oui, Alors, et je pense qu'ils avaient effectivement plus de force institutionnelle que nous, en tout cas de oui, force institutionnelle euh, 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 attribuée à cet office-là, à cette procédure-là. Puisque mhm. pour eux, elle était au centre de l'institution. Vous le savez bien, elle était au centre Mais- de... Elle l'est toujours. Elle est, enfin, peut-être moins. Elle était au centre de l'institution, la procédure de la passe dans ces institutions-là que vous avez citées. Donc, il pouvait avoir, mais ça c'est mon explication, ça n'engage que moi, hein. ouais, Je veux dire, elle est subjective, elle est même pas conceptuelle, elle est subjective. Il pouvait engager euh, euh, beaucoup de forces, disons, actives, y compris de forces de désir des membres de l'institution dans ce processus, parce que pour eux, ce processus était au centre, pas pour nous. Est-ce que vous mm. comprenez ça? Oui, je C'est pas au pense qu'il y a maintenant des difficultés ou bien des problèmes à ce niveau dans centre. les institutions Oui, comme, ouais. oui, Mais partout. on l'appelle comment? On l'appelle comment à espace? C'est pas une passe? On l'appelle quoi? On l'appelle, on dit les jurys. Oui, On ne dit pas qu'on Oui, fait la passe, ça serait de oui, l'imposture de dire qu'on fait la passe, puisque on a réduit la procédure, comme vous le savez, à un témoignage direct du passant, un certain oui, nombre de fois, comme une passe, évidemment, ça dure un certain nombre de fois, le temps nécessaire, devant un jury, c'est-à-dire devant un cartel. oui, Euh, c'est ce qu'on a repris de la procédure telle que Lacan l'avait élaborée. Donc, on a enlevé le témoignage indirect des passeurs auprès du jury cartel après qu'ils aient recueilli le témoignage du passant. Hein, on a enlevé des étapes, si vous voulez. oui. oui. Mais en fin de compte, le témoignage, il y a les passeurs aussi qui témoignent de ce qu'ils ont vécu Dans son dans ce jury. Pas chez nous, Ouais. pas chez nous. Mais Si, Ah, on a espace. refait, Je vous on dis, a on a refait, enlevé les passeurs. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de passeurs. ouais, C'est ouais. pour ça que je vous dis, on ne l'appelle pas Oui, passe, c'est un parce, jury. parce que, C'est pas un mais passeur. oui, on s'est oui, distingué de la procédure de la passe, non pas du tout, évidemment, parce qu'on pensait qu'elle n'était pas bonne. Nous n'avons pas nous n'avions pas les moyens de juger de ça, mais parce que nous ne pensions pas avoir les moyens de la mettre en œuvre. Voilà. Et il faut ajouter aussi que beaucoup d'entre nous pensaient, c'était pas mon propos à moi, mais beaucoup le pensaient, et ils n'avaient pas, sans doute pas tort, que consacrer une institution entière, en tout cas à une certaine étape, à une procédure, à mettre au point une procédure de passe et ensuite à la faire fonctionner, allait en quelque sorte absorber toutes nos forces, à la fois conceptuelles et de formation pour enseigner, je veux dire. Et là aussi, c'est un peu par humilité qu'on ne l'a pas fait, puisque on ne se sentait pas assez de force pour faire les deux à la fois. Alors, j'ajouterai un autre point qui est celui-ci. Il n'y avait pas de notre part, et il n'y a toujours pas, assez d'amour pour l'institution pour pouvoir donner toutes ses forces à une procédure pareille qui exige de la part de l'institution toutes ses forces vives ou presque.
On n'a pas assez d'amour de l'institution pour ça, et je dois dire que pour ma part, je persiste et signe. Mais je ne suis pas la seule. Oui. Oui, Il mais y a, peut-être c'est pas un défaut. Parfois, C'est un défaut, mais en c'est tout beau. cas, oui, c'est notre caractéristique. La seule institution qui vaille pour nous, c'est celle où il y a le moins d'institutions possible. Ouais. Voilà. Euh, C'est tout. c'est ce qu'on a aimé à Espace Analytique, c'est qu'il n'y a pas cette institution, cette Le, rigidité des le moins institutions. possible. c'est- Une ouais. institution est par définition rigide. Donc, le moins possible. Le moins possible, oui. Il Mhm. y a une question de Randa. Comment l'autorité sur le passant dans la passe chez Lacan se distingue-t-elle de l'autorité traditionnelle du psychanalyste? Et en quoi cette autorité est-elle liée à l'expérience personnelle et au témoignage du sujet analysant? Alors, je ne sais pas si je réponds exactement à la question. Je vais essayer de répondre sur la question de l'autorité. Bon. Dans ce que vous appelez les psychanalystes traditionnels, c'est-à-dire dans les institutions, les premières institutions, les institutions IPA et adjacents, oui, dans l'ensemble, c'est un système hiérarchique qui vaut et qui, comme je le disais, a ses avantages et ses inconvénients. Et par conséquent, l'autorité, vous savez bien comment elle fonctionne dans un système hiérarchique, c'est très simple. Voilà. C'est très simple et ça fonctionne, ça fonctionne. Alors, ça fonctionne pour ce qui est justement de ceux qui aiment l'institution. Parce que dans ce cas, ça fonctionne au profit de l'institution. Une hiérarchie fonctionne au profit de l'institution. Alors, nous, on est quelques-uns, donc à Espace, à ne pas tellement aimer ça de toute façon, parce que la hiérarchie, ça peut se manifester ailleurs que dans les institutions freudiennes, ça peut aussi se manifester dans les institutions lacaniennes, hein. Mais il y a eu néanmoins chez Lacan, vous le savez, une tentative, une volonté d'en finir avec la voie hiérarchique pour former des analystes, parce qu'il estimait que la voie hiérarchique ne produisait que des imbécilités, ce en quoi il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Et je vous le disais tout à l'heure dans mon exposé, que si, je pense qu'il a raison de penser que la voie hiérarchique ne produit pour l'essentiel que des imbécilités institutionnelles, vous savez ce qu'il appelait les petits souliers et les béatitudes, enfin ces choses-là. Eh bien, c'est parce que la hiérarchie cultive par définition le sujet du je ne pense pas, je suis. Vous connaissez le sujet de l'aliénation chez Lacan. Et que donc, le sujet de la hiérarchie, c'est celui qui sacrifie le je ne suis pas, je pense, quelque chose, à l'institution, justement, et à la hiérarchie. Donc, il est très clair que Lacan a voulu proposer une autre voie parce qu'il savait que la psychanalyse, il savait, puis il l'a constaté dès qu'il est arrivé en psychanalyse, il a constaté que dès qu'il est arrivé en psychanalyse, la moitié de la théorie psychanalytique de l'EPA était à mettre à la poubelle, du moins à son sens, et ça s'est avéré parfaitement. Donc, ça s'est avéré parfaitement. Il a fallu les études de genre pour arriver à le démontrer au public, parce que Lacan l'a dit lui, mais il n'a jamais été entendu. Vous le savez, il a été exclu. C'est pas pareil que d'être entendu. Il a été exclu et ses propos n'ont jamais été validés, vous le savez, par la psychanalyse internationale. Alors encore moins la passe, bien entendu, puisque la passe c'était encore plus ambitieux que le reste et encore moins raisonnable, il faut bien dire, que le reste. Et que donc on risquait pas de l'entendre sur la passe si on l'entendait pas sur ce qu'il a révisé comme concept, ce qu'il a repris comme concept. Est-ce que la passe, donc, comment la passe traite-t-elle l'autorité? C'est un paradoxe. On a cru beaucoup dans, 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 dans- dans les premières dizaines d'années, je dirais, que euh, la passe voulait mettre, enfin certains l'ont cru, que la passe voulait mettre au chef du savoir, c'est-à-dire de ceux qui savaient quelque chose, pour le coup, on leur supposait un savoir,
aux jeunes analystes qui débarquaient dans cet acte analytique, dans cette pratique, et qui donc étaient encore dans la passe. J'ai dit tout à l'heure que je pensais qu'il y avait là un petit peu une idéalisation dans la mesure où c'est vrai que ces analystes-là, lorsqu'ils sont dans la passe, sont animés d'une grande certitude et que cette certitude a un certain efficace. Elle a une efficace pour passer à un mode de lecture différent de celui dont on avait l'habitude, par exemple. C'est ce qui a eu lieu dans beaucoup d'endroits. Elle est efficace pour passer à un mode de doxa différent de celui qui régnait. Oui, tout ça a son efficacité. Mais je ne suis pas sûre qu'on puisse dire que le passant sait quelque chose véritablement, que à ce moment-là, s'entend, hein? Il le saura plus tard, mais justement, c'est pas à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, pour l'essentiel, ce dont on s'aperçoit, et on s'en aperçoit aussi bien lorsqu'on fait la procédure que quand on la fait pas. Je veux dire institutionnellement, s'entend. Pour soi, il est tout à fait recommandé de passer la procédure. Ça oui. Un par un, individuellement, ça c'est sûr. Donc, cette autorité qui est donnée au passant, lorsqu'il est nommé, bien sûr, hein, lorsqu'il est nommé, cette autorité qui est donnée au passant dans les procédures véritablement lacaniennes qui ont été mises en œuvre dans les différentes institutions, je ne suis pas sûre qu'elle ait évolué de la même façon. Je veux dire que je pense qu'on en est revenu. Voilà. Je pense qu'on en est revenu. Alors évidemment, je ne sais pas et je ne me prononcerai absolument pas, bien entendu, sur ce qui a pris la place et sur la façon dont a évolué, dont ont évolué les idées sur la passe dans les autres institutions que la nôtre. Je n'en sais que ce qui en a été publié. Hein. Ce qui en a été publié, je l'ai dit, c'est quelque chose qui m'a semblé plutôt chercher que trouver. Voilà. Donc, Il y a, oui, peut-être j'ai pas fini de vous répondre. ouais, Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, ne fait pas autorité parce que la seule chose qui fasse autorité, enfin, c'est une chose nécessaire parce qu'il faut dans des institutions que des analystes soient nommés comme étant décidés à enseigner quelque chose de leur discipline, y compris ce qu'ils ont compris de la passe. Ça oui. Ça oui. Et c'est pour ça que nous tenons beaucoup aux nominations à espace analytique, même si, encore une fois, la procédure n'est pas la même. Alors, que ça fasse autorité à cet égard, dans une certaine mesure, ça ne fait pas autorité institutionnelle, ça fait autorité d'une certaine expérience de savoir. Et là, c'est justifié. C'est justifié. Quand on enseigne sur son expérience de savoir, c'est toujours justifié. Donc, moi, c'est l'autorité qui me semble importante, c'est l'autorité d'un savoir euh, 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 que l'on tire de son expérience, y compris de la passe. Et donc, dans notre institution, euh, euh, le- il n'y a pas d'autre autorité institutionnelle à proprement parler que celle-là, étant donné que, comme vous savez, enseigne à espace analytique qui veut, qu'il ait passé le jury ou qu'il ne l'ait pas passé, euh, 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 enseigne qui veut à ses risques et périls, donc, en somme. Et donc, c'est pas du tout là-dessus que porte l'autorité. L'autorité, c'est vraiment de la nature de l'enseignement qui est fait. Voilà. Alors, je peux peut-être ajouter, puisqu'on parle de ce que nous faisons, nous avons fait et faisons à Espace, que pour ma part, je suis bien contente qu'on n'ait pas consacré plus de force vive à la procédure pour se consacrer plus au moment logique. Et je pense même que si je dis sur le moment logique des choses qui, comme vous l'avez entendu, ne sont pas du tout dites ailleurs, vous le savez, si vous avez lu ce qui est dit ailleurs, eh bien, c'est peut-être aussi justement parce que j'ai toujours eu une certaine phobie des institutions, donc,
peut-être pas jusque-là, mais en tout cas quelque chose qui pour ma part, me tient à distance de ce que signifie le groupe institutionnel comme tel, même si évidemment j'y prends une part active, c'est quand même une façon aussi de me tenir à distance, eh bien, je pense que pour ma part, en tout cas, je ne peux témoigner que de moi, c'est parce que je me suis tenue à distance de la procédure que je pense avoir compris quelque chose du moment logique que ça interroge. Voilà. J'irai jusque-là. C'est excessif. C'est très excessif. C'est possible aussi. Deux questions, Madame Chaboudès. D'accord. Et une question de Zoha. Alors, est-ce qu'il existe des passes plus réussites que d'autres ou des réussites échouées? Des réussites échouées. Oui. Alors, des passes plus réussies que d'autres, ça va de soi, puisque la nomination est faite pour ça, pour dire cette passe-là est réussie. Bon. Alors, attention, je ne peux parler là que de mon expérience à espace. Or, mon expérience à espace, je le répète, n'est pas celle d'une procédure de passe à proprement parler, mais des procédures de jury. Donc, par rapport au jury, bien entendu, il y a des passes réussies et des passes échouées. Il y a relativement peu, à ma connaissance, de passes échouées parce qu'il y a peu de propositions et et s'il y a peu de propositions, c'est parce que, peut-être trop peu d'ailleurs, c'est parce que on sent bien que dans notre institution, on ne court pas après la procédure de la passe, ça c'est sûr, et qu'on n'en a pas forcément besoin activement pour enseigner, pour faire état de ce qu'on sait et de ce qu'on a envie d'enseigner. Donc, n'en ayant pas besoin, évidemment, il y en a peu qui se présentent, mais aussi parce que, comme je le disais tout à l'heure, il est demandé aux gens qui se présentent au jury d'avoir déjà une pratique d'un certain nombre d'années. Vous le savez, d'avoir une pratique d'un certain nombre d'années, ce qui évidemment n'existe pas ailleurs. Et donc, lorsqu'on demande, lorsqu'on pose cette exigence pour que les gens se présentent au jury, eh ben, ça limite les propositions par définition. Hein, par définition. Ça les limite, mais surtout, ça les rend évidemment plus. Ça les sélectionne plus précisément, et donc ça en fait plus nombreuses réussites, plus de proportions de réussite, si vous voulez. Hein. Alors, quand tu as une passe échouée réussie, oui, ça existe aussi, c'est-à-dire une passe échouée. Une passe échouée, euh, 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 on peut très bien avoir échoué dans une procédure à la nomination, à être nommé, et avoir réussi néanmoins et réussir néanmoins ensuite, pas forcément tout de suite, mais ensuite, à élaborer ce moment qui soit n'était pas encore assez élaboré au moment où on a fait la procédure, soit on n'en était pas encore effectivement à une étape où pouvait se juger ce passage. Euh, 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 Encore une fois, ce qui distingue énormément notre procédure de celle qui a été mise en œuvre d'après les directives de Lacan dans les institutions lacaniennes, c'est que on l'effectue plus tard chez des analystes déjà confirmés, surtout qui seront sûrs de continuer à pratiquer, enfin, ou qui sont sûrs à cette étape de continuer à pratiquer l'analyse. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui font la passe et qui ne continuent pas l'analyse. Il y en a, il y en a. Il y en a parce que justement, la réponse à la chute du sujet supposé savoir, je le répète, étant de décider de pratiquer l'analyse, eh ben, vous avez beaucoup plus disons, de candidats analystes que d'analystes effectifs pour plus tard. Voilà. C'est parfaitement logique, puisque, encore une fois, rester analyste après une passe, ça exige un processus et de coupure supplémentaire, c'est-à-dire de transfert et d'interprétation, quelle qu'elle soit, et de deuil.
Lacan parle de ce deuil dans l'étourdi d'ailleurs, hein. Il n'en parle pas du point de vue de la passe, mais c'est quand même bien aussi du deuil dont il s'agit. C'est le deuil du phallus, hein. Vous avez ça en tête, la mise à plat. Madame Chaboudez, est-ce que avec cette séparation logique et cette identification, que pensez-vous du style de l'analyste? Je ne comprends pas votre question. C'est-à-dire, on s'identifie au style de, le style de, oui, Ah, plus qu'à son style, on s'identifie à ses mots. Vous savez, parce qu'un style, justement, on ne peut pas s'identifier à un style. Un style, c'est justement ce qu'on crée soi-même. Donc, on peut s'identifier aux allures de l'analyste, à ses mots, à ses façons, à ses gestes, à ceci, à cela, mais ça, c'est du mimétisme, c'est pas du style. C'est chacun a son, c'est-à-dire chacun a son style. voilà, voilà. Ouais, Un style, ça s'identifie pas. Ce qui voilà. s'identifie, c'est encore une fois les mimiques de l'analyste, ses mots, ses façons d'interpréter, ses façons de se tenir, etc. Ça, c'est de l'imitation. C'est de l'imitation. C'est de l'identification-imitation. Et pour le style, ça se construit soi-même. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des questions? Une petite question, s'il vous plaît, concernant le transfert. Il y a le transfert de l'analyste, on a un transfert sur l'analyste, mais il y a le transfert sur le contrôleur. Quelle est la différence entre les deux? Ça dépend des cas. Ça dépend des cas, puisque comme vous savez, il y a aussi des cas où l'analyste et le contrôleur, c'est le même. Oui. Donc ça Et, dépend. On ne peut absolument pas généraliser. Mais par contre, ce que je voulais en dire tout à l'heure dans mon exposé, c'est que le moment où on commence un contrôle, justement de par l'inauguration d'une pratique analytique à un moment où on est sûr, mais pas du tout prêt, pas du tout analyste, ça fractionne, je le disais, hein, ça divise la supposition de savoir en deux, et donc ça divise le transfert en deux, bien entendu. Et c'est là qu'il y a une grosse, grosse différence généralisable. C'est qu'un transfert qui est maintenant divisé en deux, c'est-à-dire en deux suppositions de savoir, c'est pas le même, et surtout après qu'une des deux suppositions de savoir est chutée. C'est pas le même qu'un seul transfert analytique tout au long d'une analyse. C'est pas du tout la même chose et ça, c'est généralisable. Ça, c'est vrai quelles que soient les circonstances particulières de chaque début de contrôle ou de chaque poursuite de l'analyse, que ce soit avec le même analyste ou avec un autre, que ce soit en interrompant sa propre analyse et en la recommençant ailleurs, ou que ce soit en continuant avec le même analyste mais en prenant un autre contrôleur. Vous voyez, il y a toutes sortes de possibilités qui, évidemment, changent chaque fois les modalités du transfert, ça va de soi. Mais ce qui ne change jamais, c'est que là, le transfert se fractionne, se partage. Et c'est bien. C'est bien parce que ça entame la supposition de savoir. Mhm. Oui, c'est important ce que C'est vous avez très dit. important. Et Ouais. en entamant la supposition de savoir, en partageant le transfert en deux, ça permet que l'aliénation nouvelle, parce que donc après la séparation de la passe, on rentre à nouveau dans une aliénation. On n'a pas le choix, hein, on ne connaît que ce cycle-là. Sauf que c'est pas du tout la même aliénation. C'est pas du tout cette croyance massive du début de l'analyse. C'est pas du tout cette attribution massive du savoir à une personne ou à une instance. C'est tout autre, c'est quelque chose évidemment qui est complètement fragilisé, complètement amenuisé, et qu'il est encore plus une fois que le deuil du premier sujet supposé savoir, puis des autres successifs, va se faire. Et c'est donc quelque chose de beaucoup plus léger, qui est beaucoup plus créatif comme aliénation Oui. transférentielle que l'aliénation du début, créatif au sens, je veux dire, où le sujet supposé savoir, c'est bien joli, ça permet une analyse, mais enfin, comme vous savez, quand on attribue le sujet supposé savoir à l'autre, ce que fait tout analysant pendant très longtemps, eh bien, on ne sait rien soi-même, puisque c'est l'autre qui sait.
Vous voyez? Donc évidemment, on est là pour élaborer un savoir et on l'élabore. Et on le fait. Mais en même temps, on n'a jamais le droit, si on peut dire, de savoir soi-même quelque chose parce que on remet toujours le savoir à l'autre. Donc c'est en ça aussi que la séparation est un moment logique extrêmement efficace, extrêmement utile, parce qu'on commence à pouvoir, alors par le biais d'abord d'une identification au sujet supposé savoir, mais ensuite sans passer par une identification au sujet supposé savoir, acquérir un savoir en soi. Le névrosé, lui, Lacan disait que le névrosé ne peut absolument pas sublimer, parce que pour lui, la sublimation, c'est la jouissance du sujet supposé savoir. Mais c'est pareil pour le savoir. Le névrosé n'a pas accès à un savoir tant qu'il est dans la névrose, parce que c'est le sujet supposé savoir qui sait. C'est l'autre, c'est pas lui. Ah oui. Donc la séparation, ça commence à servir à ça, et la passe, ça commence à servir à ça. Mais ensuite, évidemment, il faut sortir du problème propre que constitue la passe avec cette identification au sujet supposé savoir. Oui. Alors, Madame Chaboudez, au nom de tous les participants, vraiment un grand merci. Merci à Et vous. nous espérons vous accueillir au Liban quand Ah, pour c'est ça, la, alors, quand la guerre finit. Pas maintenant. dans des temps meilleurs, Pas maintenant. je le souhaite profondément. Je le Oui, souhaite profondément. Je ne oui. pourrais pas vous faire une promesse, mais j'aimerais pouvoir la faire. Lorsque la guerre sera finie, je viendrai. Vous avez déjà visité le Liban? Non, Non? Ah, ça va être une bonne non. occasion. Une Alors, Voilà, découverte. ok. absolument. Ok. Absolument. Merci Alors, beaucoup. à très bientôt et merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Au Bonne revoir. soirée.